Vous voyez cette pièce, c'est l'une des plus importantes de notre vie. Nous y passons 1 à 3 ans, heureusement pas en continu. Mais ce qui s'y passe peut nous donner des informations incroyables sur notre santé et sur la santé de nos reins. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Pulse. On va rejoindre 2 experts du collège de Pulse, des experts spécialistes du rein. Bonjour Idir. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Boris. Avant de revenir vers vous, je vais poser ce qui est finalement ici un peu une partie de la vie de toute l'équipe de Pulse. Et ça apparaît bien dans cette phrase, dis-moi comment tu urines et je te dirai comment va ton rein. Alors, je vais le dire peut-être de manière un peu simpliste, j'espère que vous serez d'accord. Est-ce que ça résume bien vos métiers, Isabelle? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Dans les temps anciens, quand on n'avait pas les techniques, eh bien, on prenait l'urine, on l'observait, on la sentait et parfois même on la goûtait pour savoir l'état de santé de la personne. Idir, vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Savoir aussi combien de fois on urine, la quantité d'urine fabriquée fait partie du bon fonctionnement du rein et des voies urinaires. Alors Idir, vous êtes d'accord avec Isabelle, ça tombe bien. Idir, vous êtes urologue. En effet. Isabelle, vous êtes néphrologue. C'est quoi la différence entre vos métiers, Isabelle? Moi, je suis médecin. Je m'occupe de préserver les fonctions du rein de la personne atteinte pour lui éviter à la fois la dialyse et, si possible, même la greffe. Et Idir, vous faites quoi? Je suis Vous urologue. occupez des urines, de la couleur, le goût, les odeurs? Donc, en qualité d'urologue, donc, je suis chirurgien. Je m'occupe d'opérer des reins. Donc, j'opère les reins, je retire les calculs, je les casse, j'enlève les reins, je greffe des reins et parfois on répare quelques malformations, entre autres de ce qu'on peut faire sur l'appareil urinaire. Alors, avec vous deux, on va voir comment le rein fonctionne et surtout comment le maintenir en bonne santé. On sera aussi accompagné de Marie-Paul Douce, où elle est diététicienne et elle nous donnera les conseils nutritionnels pour garder un rein en forme. On parlera aussi des calculs qui se développent dans les reins. Voilà un exemple, alors celui-là il est énorme. Et tous ne sont pas comme ça, le plus souvent ils sont tout petits. On va en parler avec Michel Dodon. Michel Dodon, c'est l'homme qui fait parler les calculs rénaux. Je vous promets que c'est vrai, il vous dira comment il fait. Je vous propose tout de suite d'aller voir avec vous Isabelle, à l'intérieur du ventre là-bas, où se trouvent les reins. Alors les reins, on en a 2. Il faut tout enlever ici. Ils se situent donc, sont 2 petits haricots de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et on voit qui sont cachés sous les côtes. Et on en a 2, mais on peut très bien vivre avec un. Le rein droit est plus bas que le gauche puisqu'il est sous le foie. Ah, c'est au niveau-là, donc au Voilà. niveau des lombaires. Des lombaires et même sous les côtes, sous les 2 dernières côtes. C'est pour ça que quand on dit qu'on a mal au rein, en réalité non, on a mal au dos. Les reins ne sont pas sensibles, on ne les sent pas en sensibles, général. voilà. Alors la taille du rein en vrai, alors on les a mal vus et vous avez amené le mien, tout simplement le mien en impression 3D. Et donc vous voyez qu'il est tout petit, qu'il tient dans ma main. Il fait 12 cm, 150 grammes et c'est lui qui élabore l'urine. On imagine, on a 5 litres de sang et il passe plus de 30 fois à travers les reins. Alors, ce qui est impressionnant, je vous coupe pour vous montrer un rein un petit peu plus gros, pour que ce soit plus visuel. Et on voit beaucoup de rouge ici. Et ça, c'est du sang. C'est ce sang-là qui arrive au niveau du rein. Et même si c'est un organe, on l'a dit, qui est discret, qui ne fait pas mal, il est ultra riche. Ultra riche parce que il doit élaborer l'urine, ce que vous nous disiez. Et oui, c'est un organe vital, très discret et pourtant vital. Donc, on fabrique quasiment 200 litres d'urine par jour. Attendez. 200 litres. On fabrique 200 litres, mais moi, je n'urine pas 200 litres. Donc, oui, on va le voir. En fait, à quoi il sert le rein? Il sert à éliminer les déchets. En permanence, nous produisons des déchets. Et donc, les déchets sont conduits au rein par les artères. Et le rein va aller... C'est une station d'épuration. D'épuration. D'épuration et de recyclage. Alors on va voir l'épuration avec une petite animation ici. Expliquez-nous ce qu'on voit. Donc en pratique, le sang chargé des déchets accumulés par notre métabolisme arrive au rein.
le rein filtre le sang et donc les déchets sont évacués par l'urine. Et tout ça, ça se passe dans ces néphrons. On en a 1 million par rein. Exactement, c'est vraiment comme une usine d'épuration, une tuyauterie assez impressionnante comme le centre Pompidou de l'art moderne. Centre Pompidou d'art moderne avec plein de tuyaux. Plein de tuyaux. Et dire, venez avec moi, ce rein, il a créé l'urine et cette urine va s'évacuer. Expliquez-nous son trajet. Une fois que l'urine est fabriquée, elle arrive donc, elle est fabriquée au niveau du rein. Cette urine-là doit être évacuée vers la vessie, que vous voyez en rouge ici, par un tuyau blanc, ici, qui s'appelle le canal de l'urtère. Ensuite, la vessie a pour objectif de se remplir, de stocker l'urine et ensuite de l'évacuer par un autre conduit qu'on appelle le conduit de l'urètre, qui va éliminer, donc emmener l'urine depuis la vessie, qui est l'organe de stockage, vers l'extérieur. Donc l'urètre se trouve à l'intérieur ici du pénis. Sous la vessie, jusqu'à l'extérieur, donc qui s'abouche au bout du pénis chez l'homme et au niveau de la région vulvaire chez la femme. Voilà, si vous voulez voir la vessie à l'intérieur, c'est possible, hein, tout est possible. Et quand cette vessie est trop pleine, eh bien, ça envoie un signal au cerveau. Et le cerveau nous envoie un message qu'il faut uriner. Donc ça, on a compris ce fonctionnement depuis le rein jusqu'à l'urine et la filtration des urines. Et il y a un deuxième rôle, c'est le rôle de recyclage, parce qu'il ne sert pas seulement à fabriquer de l'urine. Là, on a dit on fabrique 200 litres d'urine, on ne va pas en éliminer 200 litres, parce qu'on va recycler de l'eau et des minéraux, hein, c'est ça. Exactement. En fait, c'est un système très intelligent, le rein, parce que c'est un thermostat chimique. Il garde la composition de notre milieu intérieur stable. Par exemple, ce qui est incroyable, vous voyez ce tablette de chocolat, Boris, si vous mangez un carré, le chocolat est très riche en potassium. Le potassium est potentiellement délétère pour le rein, pour l'organisme. Donc, dès que vous le mangez, le rein, qui d'habitude le réabsorbe, va le laisser partir avant même que vous ayez absorbé complètement par votre estomac ce chocolat. Le rein tout seul qui est capable d'agir comme un thermostat. Exactement, il nous permet de garder cet équilibre en permanence, hein. Donc ça c'est un exemple avec le potassium, mais heureusement donc, on peut réabsorber tout ce qu'on veut à la carte et donc on urinera sur les 200 litres uniquement 2 litres. Donc le rein sait quoi faire des excès ou des déficits de potassium. Si vous n'en avez pas assez, il va réabsorber le potassium qui est contenu dans ce chocolat. Et si on a trop, il va être capable de l'éliminer. Même chose avec l'eau, avec le sel, hein. Si on a trop bu ou mangé trop de sel, il va éliminer le sel et l'eau en excès. Et puis s'il fait très chaud, il va réabsorber l'eau et le sel pour éviter qu'on se déshydrate, qu'on devienne tout sec. C'est vraiment l'organe de la liberté, celui qui nous permet de vivre dans des pays chauds, de pays froids. Quand on a trop bu, vous l'avez très bien dit, eh bien l'urine, on en produit plus. Pareil pour le sel, quand on en a besoin, quand on sort d'un sauna, le rein, il va réabsorber le sel pour maintenir notre état d'hydratation. L'organe de la liberté. Donc ça, c'est quand tout va bien. Malheureusement, il y a des maladies du rein et qui sont fréquentes et mal dépistées, en particulier ce qu'on appelle la maladie rénale chronique. Elle est complètement silencieuse et si vous ne la cherchez pas, si vous ne la dépistez pas, vous ne la trouverez jamais. Donc on prend l'attention, on met dans ce filtre très intéressant qui est l'urine, une bandelette urinaire à la recherche d'albumine. L'albumine, c'est mauvais. L'albumine, c'est la seule manière de s'exprimer du rein qui va pleurer dans les urines de l'albumine pour dire « j'ai mal, occupez-vous de moi ». J'aime beaucoup vos images, hein, pleurer de l'albumine dans les urines. Alors, cette maladie rénale, c'est extrêmement fréquent. Regardez, on va voir des chiffres en France et dans le monde. En France, on estime qu'à peu près 10% des adultes sont touchés par la maladie rénale chronique. 40 000 personnes évoluent malheureusement vers l'insuffisance rénale terminale qui nécessite soit une greffe, donc 40 000 personnes qui aujourd'hui sont greffées du rein, soit vers la dialyse. 50 000 personnes sont dialysées aujourd'hui en France. On va y revenir. Regardez également dans le monde les chiffres. 850 millions de personnes seraient touchées par la maladie rénale chronique. Là encore, un adulte sur 10. Ça représente 2,4 millions de décès par an et c'est la 6e cause de mortalité. Alors, le but, c'est d'éviter d'en arriver là, parce qu'on en arrive là trop souvent alors qu'on pourrait l'éviter. En effet, Boris, le maître mot ici, c'est la maladie rénale chronique et silencieuse. Donc, il faut adopter une attitude préventive et de détection précoce pour éviter des formes tardives
qui amène à l'insuffisance rénale terminale, donc nécessité de dialyse ou de greffe. Alors justement, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est en premier lieu cette insuffisance rénale qui s'installe, on l'a dit, insidieusement, parce qu'une fois installée, elle ne guérit pas. On peut la ralentir, on peut maintenir de mieux en mieux l'autonomie rénale, mais avec de très fortes contraintes. Nous, les néphrologues, plus nous sommes contactés précocement dans ces différents stades, il y en a 5, eh bien, plus on peut garder l'autonomie des personnes. Alors si on est arrivé au stade d'insuffisance rénale terminale, le premier traitement, c'est la dialyse. Donc on va en centre plusieurs fois par semaine pour subir ou bénéficier, appelons ça comme on veut, d'un traitement d'épuration. Écoutez le témoignage de Fabrice Huré. C'est un témoignage assez incroyable. Écoutez-le. Il y a 25 ans, j'ai eu un rejet de greffe rénale. Au début, j'ai commencé les dialyses 3 fois 4 heures par semaine. C'était des dialyses éprouvantes, physiquement et moralement. Depuis 17 ans maintenant, je suis en dialyse longue de nuit, pendant mon sommeil, 3 fois 8 heures. C'est une dialyse de grande qualité qui me permet de vivre pleinement, de travailler à temps plein et de pratiquer mes activités favorites, et notamment ma passion de la montagne. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la contrainte de la dialyse classique, et il nous dit une forme de dialyse qui est beaucoup moins contraignante, à laquelle il nous dit peu de personnes ont accès aujourd'hui en France, et il milite pour que plus de personnes puissent y avoir accès. Et aujourd'hui, Fabrice Huré est moi je dirais un champion. Il fait des trails, vous le connaissez et c'est incroyable ce qu'il fait. Extraordinaire, la montagne dans le sang. Il montre comment il s'adapte avec le fait de ne pas pouvoir uriner, de ne pas pouvoir réguler. Donc c'est extraordinaire. Il est grand témoin de la fondation du Rhin et il milite pour cette dialyse longue, nocturne, bien plus physiologique, plus reposante et moins contraignante. Alors il espère pouvoir être greffé à nouveau dans un futur proche. Alors la greffe rénale, est-ce que c'est le traitement qui guérit l'insuffisance rénale? Ça ne guérit pas, mais ça permet de vivre sans dialyse, qu'elle soit péritoniale ou hémodialyse, c'est-à-dire avec des machines. Le principe est le suivant, vous avez 2 reins chez une personne qui sont défaillants, donc en insuffisance rénale terminale. Le rein greffé est un rein supplémentaire, donc on laisse les reins en place, le donneur va donner un rein qui fonctionne et le chirurgien va le greffer de manière à ce que ce rein greffé chez le receveur va faire office comme un rein supplémentaire pour faire le job que les reins natifs ne peuvent plus faire à cause de la maladie rénale chronique terminale. Mais aujourd'hui, on ne sait pas greffer un rein artificiel. Ce sont des reins de donneurs, soit vivants, soit décédés. Aujourd'hui, le greffon artificiel totalement est au stade de la recherche. Ce n'est pas encore en pratique courante. Alors, on a parlé de l'insuffisance rénale. Il y a une autre pathologie qui n'est pas exceptionnelle, c'est le cancer du rein. C'est aussi relativement fréquent, 15 000 nouveaux cas par an de cancer du rein. Alors, pour vous donner un exemple, il y a 50 000 cas de cancer de la prostate par an, près de 60 000 cas de cancer du sein et un peu plus de 40 000 cas de cancer colorectaux. Donc, ce n'est pas le premier cancer, mais c'est quand même relativement fréquent. Ces cancers, c'est important de dire que si on les traite tôt, ils peuvent guérir. Pour simplifier, un cancer, c'est quoi? C'est une boule dans le rein. Plus on la détecte, plus elle est petite, plus elle est accessible à un traitement qui guérit. Donc on peut les retirer, ces petites boules, par de la chirurgie. On peut également éradiquer les cellules avec des électrodes qui emmènent soit du froid, soit du chaud pour tuer les cellules. C'est de la cryothérapie ou de la radiofréquence. Là, on voit en jaune, vous voyez ces cancers du rein. Donc là, c'est un haricot, comme Isabelle vous a montré tout à l'heure. C'est un rein dans lequel vous avez noté une petite formation jaunâtre qui est en fait une tumeur qui se développe dans ce rein. Là, la tumeur n'a pas été accessible à un traitement curatif sans retirer le rein. Donc on a retiré tout le rein, mais parfois, et dans la plupart des cas aujourd'hui, on arrive à retirer les tumeurs en gardant le rein sain qui est autour de la tumeur en place, justement pour préserver le capital néphronique, on avait vu le néphron tout à l'heure, qui est un capital vital pour le patient. Alors, ce cancer, il évolue silencieusement, il est souvent découvert fortuitement. 70% des cancers du rein sont découverts par hasard. Il y a de la prévention et ça, on va en parler dans quelques minutes. Alors, on a parlé d'insuffisance rénale, de cancer du rein. Ce sont des pathologies qui ne donnent pas de symptômes.
À l'inverse, des calculs. Et là, vous en avez des calculs, des petits calculs, ça peut faire très mal. Des énormes calculs comme celui-là. On va parler de cela avec notre invité. Vous allez voir, c'est un expert des calculs. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Boris. Installez-vous. Merci. Alors, je disais, vous êtes un expert des calculs. Oui. Non pas que vous êtes médecin ni scientifique, mais vous expérimentez les calculs. Depuis quoi, 20 ans, 30 ans? Depuis à peu près 30 ans, la première crise à 25 ans. Et alors, comment ça se passe, une crise? Vous savez que c'est 15% de la population, quand même, hein, qui présente des calculs. Donc, vous n'êtes pas isolé. Comment ça se passe, un calcul? Bien, la première est particulièrement difficile, puisqu'on ne connaît pas on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, en fait, on souffre terriblement, on est plié, c'est une douleur de l'ordre de 8 à 9 sur 10. Et pas d'autre solution que d'être en position fétale au sol. Et voilà, on est complètement anéanti. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la crise de colique néphrétique. Hein. Néphrétique, on apprend en médecine, néphrétique frénétique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça fait très mal. Mais Dieu merci, les crises suivantes en sont très différentes, puisqu'on apprend à apprivoiser la maladie, à l'accepter, à dialoguer avec. Et ensuite, on gère les crises de façon extraordinaire ensuite. Mais les premières sont terribles, parce qu'on ne sait pas à quel démon on a affaire. Alors, il y a quelqu'un qui disait « C'était juste incroyable et ça vous fait réfléchir à ce que la douleur est vraiment ». Vous savez qui dit ça? Non. C'est William Shatner. William Shatner, c'est un acteur qu'on connaît tous, parce qu'on a tous regardé Star Trek. Non? Donc c'est le commandant Star Trek qui regardait en photo. Ça vous dit pas quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, je vous dirai dans quelques instants que lui, il a fait des calculs, mais il en a fait quelque chose. Je vous dirai ça dans quelques minutes. Alors, ces calculs, ils se développent dans le rein, ou ils se développent dans les uretères, dans la vessie. Et comment ils s'éliminent? Vous avez été opéré pendant 20 ans à chaque fois? Non, j'ai été en fait sur ces 30 années opéré qu'une seule fois. La plupart du temps, ils vont s'éliminer tout seuls. Ils vont progresser jusqu'à la vessie et partir par les voies de sortie avec des stades de douleur qui diffèrent selon le positionnement du calcul dans le corps. Donc la plupart du temps, ils vont s'éliminer tout seuls, sauf s'il y a une grosse crise ou avec un calcul particulièrement gros qui va être obstructif et qui donc va devenir dangereux. Alors vous éliminez des calculs, vous en avez amené un, montrez-le-nous là. Alors j'ai effectivement amené ce petit calcul qui doit faire à peu près 6 mm dans sa plus grande dimension. 6 mm. Bon là c'est un calcul de 6 mm qui s'élimine tout seul. Quelle taille peut s'éliminer? Ça? Non, pas du tout. Donc jusqu'à quelle taille à peu près? 7 mm, ça peut s'éliminer. Jusqu'à 7, ça peut s'éliminer. La taille d'un grain de riz environ. Alors quand ça dépasse cette taille-là, il faut opérer? Quand le calcul ne s'élimine pas seul, spontanément, on va opérer. Donc soit on propose des ondes de choc externe, on appelle ça la lithotricie extracorporelle, soit on se faufile avec un petit appareil pourvu d'une caméra à travers l'arbre urinaire pour aller jusqu'au niveau du calcul, le fragmenter souvent avec des lasers et le retirer avec des petits paniers, ce qui permet d'aller par les voies naturelles traiter des calculs que dans le temps on traitait par la voie ouverte. Alors regardez ce qu'on faisait dans le temps. Viens ici voir cet appareil. C'est un lithotriteur, c'est lui du professeur Guyon qui travaillait à l'hôpital Necker. Voilà, on entrait ça dans les voies naturelles jusqu'à la vessie. Là, on coinçait, on peut le voir ici, hein, on coinçait le calcul. Bon, je ne suis pas chirurgien. Et ensuite, eh bien, on pouvait le comprimer et le broyer. Bon, rassurez-nous, aujourd'hui, vous n'entrez pas ce type d'outils par les voies naturelles. Hein. Les outils d'aujourd'hui sont plus petits, plus fins et surtout pas en métal comme ça. Alors, une fois que vous avez retiré les calculs, ou une fois qu'ils se sont éliminés, le travail du médecin n'est pas terminé, voire il commence, hein, parce que l'analyse de ce calcul est fondamentale pour savoir d'où vient le calcul. Alors pour en parler, on est avec un expert justement de l'analyse de ces calculs, c'est Michel Dodon. Bonjour. Vous êtes physiologiste et vous analysez, et on peut même dire que vous faites parler les calculs. Qu'est-ce que ça veut dire faire parler les calculs? Alors ça veut dire qu'on va étudier leur structure et leur composition pour comprendre leur origine. Les calculs sont des symptômes de différents désordres métaboliques, peut-être diététiques, génétiques ou de pathologies qui existent chez le patient. Et la nature des calculs va vous orienter vers les causes qui ont conduit à leur formation. Et on a montré que la morphologie plus la composition étaient des informations extrêmement
importante pour le clinicien de manière à mieux préciser les causes de ces calculs. Alors vous nous dites qu'il y a des causes diététiques, des causes génétiques, et ça, avec l'analyse du calcul, vous allez pouvoir identifier l'origine. Alors on a un calcul ici, je crois que vous le connaissez, Isabelle le connaît aussi, il fait 12 cm ce calcul, et rien que ce calcul, en le regardant à l'intérieur, donc il a été coupé en deux, vous pouvez connaître l'histoire du patient. Racontez-nous. Comme un tronc d'arbre, de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur, c'est une maladie génétique. Autour, c'est un peu trop de protéines. Et enfin, c'est une infection. C'est un calcul vésical, c'est ce pourquoi il a ce gros volume. Donc en fait, on a 3 causes de croissance du calcul. Mais dites-moi, ce calcul, on a compris qu'il a plusieurs causes, mais comment l'enlever ? Alors là, on appelle mon collègue urologue qui va fendre la vessie. Quand ils sont gros comme ça, évidemment, ça ne peut pas se fabriquer dans le rein, c'est dans la vessie. Bah écoutez, on va le mettre ici. Je pense qu'il vaut très cher ce calcul. Peut-être pas aussi cher que d'autres. Michel Dodon, là on a vu comment, en regardant l'intérieur du calcul, on peut retracer son histoire. Il paraît que vous avez défini une classification qui est aussi basée sur la morphologie du calcul. Parce qu'on a montré que la composition chimique égale, on a des espèces cristallines différentes qui ont des déterminants biologiques différents. Et donc, ils vont orienter vers des pathologies ou des mécanismes gènes différents. Et pour une même composition cristalline, on a montré que la morphologie elle-même pouvait orienter spécifiquement vers certaines pathologies. Toute cette classification morphologique est constitutionnelle, qui permet de classer les calculs aujourd'hui en 6 grands types et 22 sous-types. 22 sous-types. Jean-Luc, vous savez quels sont les sous-types de calculs que vous émettez ? Moi, c'est un feu d'artifice en ce qui me concerne. Il y a un mélange de tout dans leur composition. Voilà ce que je sais. D'accord. Et Michel Dodon, dernière question. Allez, dites-moi, quel est le plus gros calcul que vous n'ayez jamais vu ? C'est celui que vous avez en main, justement. C'est celui qui pesait quand même 1,2 kg. 1,2 kg, je vous garantis qu'on peut faire un peu de musculation avec. Et 12 cm, 12-13 cm. Hein. Facile, oui. Ben, merci beaucoup Michel Dodon, en tout cas, de nous avoir éclairé et révélé comment vous faites parler les calculs. Jean-Luc, on a parlé de vos calculs. Ils ont été analysés par Michel Dodon, par Isabelle Tostivin. Aujourd'hui, vous savez quelle est la cause de la génération des calculs, parce que pour en faire depuis 30 ans, il doit y avoir des causes quand même. En ce qui me concerne, oui, on sait qu'il s'agit d'une malformation rénale à la naissance qui conduit à une malformation qu'on appelle la malformation de Kakirichi, et donc qui consiste en une excavation de certaines cavités dans le rein et qui est propice à la stagnation d'urine et donc à la cristallisation, à la formation de calculs. Et ce qui est très important, oui. C'est la géométrie qui génère la production. Et grâce à un suivi spécialisé, vous avez pu finalement vivre normalement avec ces calculs qui s'émettent mais qui ne font plus mal, je crois. Hein. Oui, c'est-à-dire que par effectivement la connaissance de la maladie puis le travail avec Isabelle Tostivin, petit à petit, j'ai appris 3-4 techniques fondamentales qui me permettent de vivre complètement normalement et d'avoir un rein qui fonctionne à 100% normalement. Il y a peut-être un intérêt à faire des calculs rénaux. Je vous ai parlé de l'acteur William Shatner qui joue capitaine dans Star Trek. Imaginez-vous qu'il a vendu à 25 000 $ aux enchères un de ses calculs rénaux. Bon, l'argent a été donné à une œuvre de charité. On ne va sûrement pas vous recommander de faire des calculs rénaux pour cela. Hein. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, on va vous donner des conseils pour préserver ses reins, qu'on ait ou pas d'ailleurs, hein, une susceptibilité à faire des calculs. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Luc, d'avoir été avec nous. Merci Boris. Et pour protéger vos reins, il y aura pas mal de conseils nutritionnels. Alors on accueille pour ça Marie-Paul Dousseau. Bonjour. Bonjour. Rejoignez-moi. Vous êtes diététicienne. Oui. La première recommandation pour protéger ses voies urinaires et ses reins, c'est de boire de l'eau. En effet, il faut toujours bien diluer les urines. Donc, en général, pour la population, on conseille 1,5 litre, soit 8 verres dans la journée. Donc, bien les répartir dans la journée, c'est important pour que les urines soient toujours bien diluées. Alors, après, lorsque l'on a des causes particulières, c'est-à-dire des calculs ou des infections, on doit boire plus pour mieux diluer ces urines. Alors, je vais vous montrer l'importance de préciser qu'il faut boire.
savoir. Regardez ces chiffres. 60% de notre corps est composé d'eau. Et en France, alors qu'on recommande 1,5 litre à 2 litres par jour de consommation d'eau par jour, 75%, 3/4 des Français ne boivent pas assez. Alors, si vous voulez savoir si vous buvez suffisamment, en particulier si vous avez des calculs et que vous voulez éviter d'en refaire, eh bien, vous pouvez regarder la couleur de vos urines. Venez voir, venez voir. Là, des urines de différentes couleurs. Ça, il paraît, hein, c'est la couleur idéale, notamment pour éviter les calculs. Ben, c'est la couleur du vin blanc, un bon vin sec. Si vous avez des couleurs, des urines plus foncées, par exemple là, type vin vendange, c'est des urines qui sont plus concentrées, ça veut dire plus de risque de faire des calculs des reins. Donc ces urines, n'hésitez pas à les regarder. Vous pouvez même toucher, hein, parce que les urines, on pense toujours que c'est sale. Mais vous allez nous dire que c'est pas sale, les urines. C'est stérile, c'est stérile. Il n'y a rien, pas de bactéries dedans. Pas de bactéries. Pas de risque de s'infecter. Pas du tout. Et si on a soif, qu'on n'a pas d'eau? Pour survivre, oui, on peut les boire. Alors, on n'a pas besoin de boire ces urines pour survivre aujourd'hui. Il y a de l'eau un petit peu partout. Dites-nous si on a envie d'aromatiser son eau, donner un peu de goût, sans aller vers les boissons sucrées. Parce qu'évidemment, on ne va pas conseiller de boire des sodas et des jus de fruits pour s'hydrater. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Venez nous montrer. Oui, c'est sûr que c'est important de ne pas boire une boisson qui soit salée ou sucrée. Donc, il faut vraiment varier les boissons. On a le choix, hein. Ça peut être plat, ça peut être pétillant, ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut être nature, ça peut être aromatisé. Et là, on a des tisanes aromatisées. Hein. Tout à fait. Donc, il existe des infusions que l'on fait. Soit on met le sachet dans de l'eau et on passe la nuit au réfrigérateur. Ces infusions vont donner une boisson aromatisée avec du goût sans que ça apporte Ça, c'est quel goût, par exemple? Ça, c'est à base d'hibiscus, de pêche. Oh, ça ressemble... envie de le manger. Tout à fait. Ça permet d'avoir une boisson vraiment aromatisée, agréable, sans sel, sans sucre. Et puis, ça vous donne de l'appétit de boire. C'est-à-dire qu'on essaie de développer les soifs autres que la soif de la bouche, parce que les reins ont soif. Donc, beaucoup de variétés de boissons pour pouvoir arriver à couvrir ce volume toujours pour diluer les urines. Alors, pour les plus connectés, il y a maintenant, venez avec moi, je vais vous montrer et vous allez me dire si les patients utilisent vraiment cela. La gourde connectée, toutes les 2 heures, elle vous dit qu'il faut boire, ça clignote, je crois que ça fait un petit bruit aussi. Et donc ça vous surtout rappelle, ça aide les patients véritablement Bien sûr, ce rappel toutes les 2 heures, c'est à peu près le temps que l'on souhaite entre 2 prises de boisson et à peu près le temps nécessaire entre 2 diurèses, de miction. Donc on boit, on fractionne, on aromatise s'il faut. Sur le plan nutritionnel, vous allez nous montrer quel type d'alimentation? Alors, on retrouve des fruits, des légumes. Finalement, c'est une alimentation équilibrée. Tout à fait. Comme la population générale, les mêmes recommandations, de la variété. Mais au niveau des calculs, on a quand même des éléments qui sont très protecteurs, que sont le potassium, les citrates, le magnésium, apportés par les fruits et les légumes, qui apportent aussi des fibres. Mais ça, on le sait, on le répète beaucoup. Donc finalement, une alimentation équilibrée. Tout à fait. Les gros mots que vous avez dit, citrate, etc., sont apportés dans les fruits et les légumes. Citrate, potassium, magnésium. Et les légumineuses. Les légumes, les fruits aussi. Mais c'est vrai qu'il faut retrouver midi et soir ces aliments que sont les légumes. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Les calculs contiennent souvent du calcium. Donc intuitivement, on se dit, il faut éviter de manger du calcium. Oui, beaucoup de nos patients nous arrivent en ayant passé plusieurs années sans calcium et du coup, ça leur fait développer d'autres calculs. Donc le calcium, on en a besoin. Il faut que nos patients en prennent de façon bien répartie sur la journée, toujours cette répartition, et en quantité en général normale, comme la population générale. Donc il nous faut du calcium. Alors on peut
peut le trouver dans les produits laitiers. On a aussi des eaux riches en calcium qui peuvent nous aider pour les patients qui n'aiment pas les produits laitiers. Et sinon, on a aussi d'autres solutions de compléments nutritionnels de calcium. Mais il est important d'apporter une bonne quantité de calcium pour éviter de faire des calculs. Isabelle, on protège les os. Expliquez-nous, calcium, calcul, pourquoi le calcium protège? Le calcium, il va attraper l'oxalate que nous produisons tous par notre métabolisme dans le tube digestif et ça va permettre de nous protéger contre la première cause de calcul en France et au monde, les calculs à base d'oxalate qui sont issus de l'alimentation moderne, riche en protéines, riche en sel, pauvre en fibres et en légumes. Alors on a parlé du calcium, un mot du sel, et là il faut tout de suite le dire, non, le sel n'est pas protecteur contre les maladies rénales. Le sel, d'ailleurs, chez certaines personnes, peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Et là, Isabelle, vous allez nous parler de l'hypertension. C'est un des néphro-killers, comme vous les appelez. Un néphro-killer silencieux, c'est la première cause de mise en dialyse en France, l'hypertension artérielle. Tout le monde devrait connaître sa pression artérielle parce que, sous peine de la découvrir avec le rein déjà malade. Une personne sur deux ne se sait pas hypertendue et malheureusement, quand elle le découvre, le rein est déjà atteint. Alors, si vous ne savez pas, enfin vous le savez, mais si vous avez ou non de l'hypertension artérielle, eh bien, il y a des applications qui existent, et notamment une qui s'appelle Dépista ou Dépista-HTA, une application simple qui vous donne un protocole pour mesurer votre tension artérielle. Donc là, il faut emprunter un appareil d'automesure tensionnelle et on vous donne donc un protocole, c'est très simple, pour savoir si oui ou non vous avez une hypertension artérielle. En tout cas, vous connaîtrez avec ça votre niveau de tension artérielle. Est-ce qu'il y a d'autres néphro-killers ? Le diabète, c'est la première cause de mise en dialyse au monde. C'est là encore une maladie extrêmement silencieuse et pourtant dépistable très facilement. Vous prenez la glycémie, vous faites aussi une bordelette urinaire. Donc on sait que le diabète de type 2 qui complique l'obésité mondiale, on parle de la diabésité, l'obésité qui se complique de diabète. 9 diabétiques sur 10 en dialyse sont de type 2. Donc le diabète doit aussi être détecté, dépisté le plus tôt possible. Alors parlons des protéines. On entend souvent dire que les régimes hyperprotéinés sont une catastrophe pour le rein. Bon, les protéines, il faut en manger. Combien ? Bien sûr, on en a besoin de l'ordre de 0,8 g à 1 g de protéines par kilo de poids. C'est-à-dire que si on fait 60 kg, bien on a besoin de 50 g de protéines. Alors, ça correspond à quoi, 50 g? Vous avez appelé un plateau type. Voilà, sur ce plateau, vous avez 50 g de protéines, vous en avez 25 dans 100 g de viande. Vos 2 produits laitiers vous apportent aussi des protéines. Et le complément de protéines est apporté d'origine végétale, dans le pain, dans les féculents, les légumineuses, et donc, très très peu dans les légumes, ce qui nous permet d'en manger beaucoup, et c'est d'autant plus protecteur, puisque ça n'apporte pas beaucoup de protéines. Alors, vous nous avez dit 0,8 g/kg par jour de protéines. J'entends déjà les sportifs qui sont inquiets, parce qu'on le recommande souvent de consommer 1,2 voire 1,5, voire parfois un peu plus grammes par kilo et par jour de protéines. Disons que l'ANSES, qui est une autorité de santé, a bien dit que jusqu'à 2 voire 2,2 g/kg par jour de protéines, eh bien, ce n'est pas dangereux, ça peut être considéré comme satisfaisant chez des personnes qui sont en bonne santé, qui ont moins de 60 ans. Isabelle, confirmez-vous que jusqu'à 2 g/kg par jour de protéines, il n'y a pas de danger pour le rein? Si seulement si le rein fonctionne déjà bien, si on n'est pas prématuré, si on n'a pas d'hypertension artérielle, si on n'a aucun autre facteur de risque rénal associé, entendu, sauf que couvrir ses besoins et aller au-delà, c'est avoir un ticket pour fabriquer des calculs. Parce que quand on mange trop de protéines par rapport à ses besoins, on va fabriquer de l'urée et ce fameux oxalate. Et donc, on ne va peut-être pas abîmer les reins, mais en tout cas, on peut fabriquer plus de calculs et nous, on le voit. Donc oui, mais bien encadré. Voilà, peut-être un peu plus, mais bien encadré. Alors, on a parlé tout à l'heure des cancers du rein. Idir, quelle prévention pour ces cancers du rein? La prévention, c'est d'agir sur ce qui est modifiable. On a parlé de ce qui est nuisible pour le rein. L'hypertension artérielle est également un facteur de risque du cancer du rein.
L'obésité est un facteur de risque, donc activité physique et éviter l'hypertension artérielle. On connaît bien, n'hésitez pas à retrouver nos émissions PUM sur ce sujet, vous serez bien servis. Et enfin, un message important, le tabagisme. Le tabagisme, ce n'est pas seulement un facteur de risque du cancer du poumon, mais également du cancer du rein. Oui, Boris, il faut arrêter de fumer, car arrêter de fumer protège contre le cancer du rein. Donc arrêtez de fumer, il y a des méthodes pour cela, on ne le dira jamais assez. Là, vous avez l'exemple de patch, de gomme. Il y a des méthodes qui permettent d'arrêter, même quand on est très addict au tabac. On ne le dira jamais assez. Isabelle, on va terminer cette émission avec 3 recommandations encore que vous voulez donner pour protéger nos reins. Les anti-inflammatoires qu'on prend assez facilement en libre consommation, pris régulièrement, ça peut abîmer le rein. Et d'une manière générale, tout ce qui est automédication, y compris les compléments alimentaires. Par exemple, la vitamine C, si vous le prenez 1 gramme tous les jours sur plusieurs semaines, eh bien vous faites prendre un risque à votre rein. Risque de calcul, mais risque d'insuffisance rénale. Et enfin, moi j'aime dire, mais ça, pas à vous que je vais le dire, Boris, acceptez-vous de danser, bougez vos pieds. Allons-y. Everybody, move your feet for your kidney. Everybody. Bon voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour protéger vos reins. Merci beaucoup. Voilà, il faut bouger danser. Être heureux. Être heureux pour la tension artérielle. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous proposer d'aller voir nos autres émissions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et faites-nous signe. On est là partout, Instagram, TikTok, Facebook. Et un seul mot, PUMS, pour une meilleure santé. Parce que l'info santé, ce n'est pas une info comme les autres.